Ah, enfin les amis, enfin, je vais enfin pouvoir parler de Game of Thrones sur cette chaîne, car oui, chers amis, je vais un peu à l'image, je sais pas si vous connaissez ce fameux youtubeur américain Sawyer7Mage, ma chaîne c'est au-delà d'une simple chaîne de manga, c'est surtout une chaîne de la culture populaire, enfin la culture pop si vous voulez, voilà, de cette fin de siècle et puis de ce début de siècle, fin 20e, début 21e. C'est-à-dire que ce soit les mangas, les BD, les romans, les trucs, les machins, les films qui concernent la culture jeune, la culture fantaisiste, la culture, pas fantaisiste mais fantasy, la culture d'aujourd'hui, que ce soit science-fiction, que ce soit voilà tout ça. Tout ce que pourra produire cette culture-là, je pourrais en faire l'objet d'une critique, d'une review, d'une analyse sur cette chaîne. Et c'est le cas de Game of Thrones, puisque Game of Thrones c'est une de mes séries préférées, si ce n'est vraiment c'est ma préférée, vraiment, je crois que oui, c'est ma préférée. Je trouve que voilà, sans trop m'épancher sur le sujet, c'est une série qui parvient extrêmement bien à capturer finalement les attentes de personnes qui ont aimé Tolkien, qui ont aimé le médiéval fantastique, mais en le portant à maturité et en faisant quelque chose d'assez réaliste, voilà, en le portant à quelque chose de... finalement en le faisant grandir. Et même si effectivement le Seigneur des Anneaux reste le roi dans le merveilleux et dans l'épique, dans le merveilleux c'est-à-dire dans le côté en fait un monde pour lequel l'épique et le fantastique est la normalité, alors que dans Game of Thrones, le fantastique n'est pas la normalité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça fantastique. C'est-à-dire que fantastique, tout ce qui est du domaine du surnaturel n'est pas la réalité. Les dragons, les géants, tout ça pose problème dans Game of Thrones. Les mecs, les premières fois qu'ils voient un géant, ils sont comme ça. La première fois qu'ils voient un dragon, ils y croient pas, ils y croient même pas. Bon, donc voilà, pourquoi alors je fais cette petite vidéo? Et bien tout simplement parce que nous avons eu enfin le trailer de la saison 6 de Game of Thrones. Là, pour ceux que ça intéresse, je vais faire un petit point sur ce qu'on a pu voir dans ce trailer, et je vais tenter de faire des petites hypothèses comme ça sur ce qu'on pourrait voir dans le trailer. Donc déjà je vais faire la liste vite fait de ce qu'on a vu très rapidement. On peut voir Jon Snow, le corps mort de Jon Snow. On voit également donc Jaime qui retourne de Dorne. On voit ensuite qu'il parle d'ailleurs à Cersei, il a l'air assez déterminé. On voit Davos ensuite face à ce qui semble être le reste du bûcher de... comment s'appelait-elle déjà? La fille de Stannis, j'ai oublié son nom m'échappe. La petite fille, mignonne fille, là, je l'aimais bien, quel dommage qu'elle ait mal fini comme ça. Ensuite on voit Mélisandre qui exprime ses doutes. Ensuite, alors, on voit une bataille qui concerne... Bon, je dirais ça juste après. On voit une grosse bataille, et juste après, on voit un duel entre ce qui semblerait être en fait un... Ah ben non. Attendez, j'ai oublié un petit truc. On voit Jorah et Daario, on les voit caloper, trucs comme ça. Ah, j'ai oublié plein de trucs en fait, attendez, autant pour moi. Donc on voit aussi Daenerys parmi les Dothraki. Par la suite, on voit donc la foi militante qui est toujours là, aussi déterminée, aussi têtue. Bon. On voit ensuite le retour des Greyjois, chose très intéressante, j'y viens juste après. Tyrion donc ensuite qui fait une petite apparition dans le trailer. Ensuite on voit quelque chose de très intéressant, et je vais vous expliquer juste après, c'est le moment où on voit une espèce de garde avec l'emblème des Targaryens sur son armure. Par la suite, nous pouvons apercevoir Arya qui semble être en pleine forme dans Braavos. Et ensuite on voit toute une armée de Tyrell qui est face à la foi militante dans les escaliers menant au septuaire de Port-Réal. Finalement donc on voit à la fin Davos qui s'apprête à... il tire son épée, il s'apprête à faire quelque chose en présence de Ghost, le loup-garou le direwolf de Jon Snow. Et on voit également Bran face au roi de la nuit, face au Night King. Enfin face, qui ne lui fait pas face, hein. Le roi de la nuit, il lui apparaît derrière lui. Alors qu'est-ce qu'on peut imaginer par rapport à tout ça? Donc premièrement, Jon Snow. Bon, on le voit son corps, et on voit également la femme en rouge dans d'autres petites scènes qui semblent être un petit peu en doute sur probablement son ancienne allégeance à Stannis, et celui qu'elle croyait incarner, Azor Ahai en fait, Azor Ahai ou Azor Ahai, je sais plus, c'est-à-dire l'élu de la religion, de sa religion, la religion de Erlor, ou de R'hllor, comment vous dites d'ailleurs? R'hllor, moi je dis. Donc voilà. Alors, mon hypothèse là-dessus, je pense qu'évidemment Jon Snow sera ressuscité par la prêtresse en rouge, la sorcière rouge.
et que Davos, donc d'ailleurs c'est confirmé peut-être par la scène qu'on voit à la fin, que Davos protégera son corps de ces meurtriers à la garde de nuit, parce que Davos, maintenant qu'il n'a plus réellement de maître, hein, puisque a priori Stannis est mort dans la saison dernière, Davos voilà, semble maintenant vouer finalement son épée à Jon Snow, car il y avait une sorte de relation qui s'était un petit peu amorcée entre Stannis et Jon Snow, même si voilà, il n'y avait pas d'alliance, ça s'était plutôt bien passé leur rapport. Bon. Donc voilà, on peut imaginer que finalement Mélisandre et Davos s'entraident, ce serait une première, pour défendre et protéger Jon Snow. Ensuite, on voit donc Jaime et Cersei qui semblent être assez déterminés et voilà, déterminés à venger la mort donc de Myrcella, puisqu'il semble que vraiment Myrcella en fait soit morte. Hein. Encore une fois, c'est pas un spoil, hein, c'est simplement une hypothèse, hein, comme on ne savait pas vraiment, on avait vu qu'il semblait en fait saigner et subir l'effet d'un poison que lui avait infligé les Dorniennes, là, comment elle s'appelait déjà Arianne Martell. Ah ben non, c'est celle du livre ça. Je sais plus, Ellaria Sand, voilà. Donc voilà, donc je pense que ensuite, donc on voit Cersei face à la fois militante qui dit ouais, moi je choisis la violence, tout ça, bon. Et face à Lancel Lannister, en gros, qui lui dit, enfin, c'est le frère, hein, l'espèce de frère avec le tatouage là, comme ça, qui en gros lui dit oui, donc on va se calmer, sinon ça va chier. Et Cersei dit ça va chier. Et à côté d'elle, on trouve donc le zombie de la montagne, qui est sous son uniforme de garde du roi. Et certaines personnes n'avaient pas tilté que ça pouvait être la montagne. Évidemment que c'est la montagne, puisque c'est le corps qu'a récupéré Qyburn après le combat contre Oberyn. Donc c'est forcément la montagne. Je pense donc que comme pour Tyrion, il va y avoir un trial by combat, hein, comme vous le savez, je ne sais plus comment ils disent ça en français, enfin si vous voulez un duel judiciaire, entre un représentant de la foi et un représentant de Cersei, des Lannister. Je pense qu'effectivement le champion des Lannister sera la montagne, mais je pense que le champion de la foi sera un acteur qui... spoil. C'est bon, vous avez... Voilà. Donc, cet acteur, à mon avis, ce sera l'occasion de revoir le retour du limier, The Hound. Revoir le retour de Sandor Clegane. Oui, je sais pas si vous connaissez, mais il y a quelque chose qui s'appelle le Clegane Bowl, hein, qui est en fait une espèce de grosse hype sur un potentiel combat entre Sandor et Gregor Clegane, les deux frères qui se détestent. Et il y a une théorie dans le livre qui fait qu'en fait il y aurait une prophétie par rapport à un petit frère qui se vengerait ou qui apporterait la chute de Cersei. En l'occurrence, si le champion de Cersei voit sa défaite durant le trial by combat, eh bien ça irait très mal pour Cersei. Qui pourrait vouloir du mal à Cersei comme petit frère? On a Jaime. Non d'ailleurs, Jaime c'est un petit frère ou c'est le grand frère? Je ne sais plus. Mais enfin en tout cas on a Tyrion, forcément. On a également Sandor Clegane. Et oui, parce que c'est pas forcément le petit frère de Cersei dont il est question, c'est le petit frère de Grégor. Et là, ça pourrait très bien fonctionner. Donc je pense que Sandor Clegane va être ressuscité, ramené à l'histoire, parce qu'on ne savait pas s'il était vraiment mort, on l'avait jamais vu trépasser réellement. Et je pense qu'il sera ramené à la vie, mais le lapsus, il sera ramené dans l'histoire pour pouvoir donner un champion à la fois. Et je pense que sa relation à la fois militante, justement, sera amenée par, je n'en dis pas plus, mais par l'acteur le personnage que jouera Ian McShane dans la prochaine saison. Ça n'a pas été annoncé, mais si vous faites des petites recherches, vous comprendrez de quel personnage je veux parler. Ensuite, nous voyons donc Daenerys parmi les Dothraki, et il semblerait qu'elle se retrouve au milieu d'esclaves, avec dans un endroit qui semble être un canyon, mais un canyon bien colonisé par les Dothraki parce qu'on voit une sculpture de cheval, donc c'est pas juste un campement. Donc voilà, elle doit être l'esclave du nouveau Khal, enfin du Khal qui conduit le Khalasar sur lequel elle est tombée, parce qu'il y a plusieurs Khalasar qui sont les armées des Khal. Alors je crois que c'est quoi, c'est Khal Jaqo ou Khal Pono? Je crois que c'est Khal Jaqo, hein, je voudrais pas dire de bêtises. C'est un des deux, Khal Jaqo ou Khal Pono. Vous savez qu'elle était la femme de Khal Drago, mais enfin bon, Khal Drago était pas à sa mort, le Khal s'est divisé, le Khalasar s'est divisé, donc voilà.
Donc je pense que elle va au début être un petit peu en difficulté, mais peut-être que Drogon va la sauver, ou peut-être qu'elle va réussir à retourner la situation à son avantage et mener ces Khalasar, parce que finalement c'est à la fois une menace et une incroyable opportunité de tomber sur ces Dothraki. Moi je trouve ça génial qu'enfin dans l'histoire les Dothraki reviennent et redeviennent une réelle menace, parce qu'ils étaient un petit peu tombés un petit peu à l'eau dans ces derniers temps. Donc ensuite nous avons Tyrion qui est à Mérène et qui semble aller dans une espèce de cave qui semble être sombre là, et fermée à double tour. Et je pense que c'est là où se trouvent les deux derniers dragons, j'ai oublié leur nom, mais enfin, voilà, les deux derniers dragons qui étaient enfermés. Et je pense que là ils vont devoir être super gros parce qu'ils grandissent vite. Donc je pense que là, ça va être une bonne surprise. S'il doit les utiliser, peut-être que ce sera pour terminer les fils de la harpie, ou terminer cette conjuration, ou peut-être contre de nouveaux ennemis qui n'ont pas été montrés dans le trailer. Parce qu'évidemment, tout n'est pas montré dans le trailer. Il faut d'ailleurs mentionner également Jorah et Daario, qui sont toujours en route. On sait que Jorah a découvert le bracelet, donc ils sont sur la bonne piste, mais Dieu sait si ils pourront arriver à temps pour la sauver. En l'occurrence, pas trop de théorie là-dessus, puisque finalement c'est assez simple, hein. Soit ils la trouvent, soit ils la trouvent pas, mais évidemment qu'ils vont la trouver, parce que sinon ça servira à quoi de les avoir envoyés là-bas. Bon. Ensuite on voit donc Arya qui se trouve à Braavos, et alors il y a d'autres passages où on la voit avec ses yeux blancs, donc soit elle est aveugle, soit elle est toujours aveugle, soit elle recouvre sa vue progressivement, mais à un moment on la voit sauter dans Braavos. C'est une rue de Braavos parce qu'on reconnaît les gens qui sont, parce que c'est la silhouette d'Arya, on pourrait ne pas être sûr, mais c'est les rues de Braavos, parce qu'on reconnaît les vêtements des Braavosi. Ils ont des espèces de petites fraises comme ça, ils ont des vêtements qui sont assez peu similaires aux autres citoyens du monde de Westeros et d'Essos. Donc voilà, je pense que alors on la voit sauter comme ça d'un bond, donc à mon avis elle doit être en train d'apprendre de nouvelles capacités, et sans doute c'est lié à sa cécité. Sa cécité doit lui développer d'autres sens, y compris alors sans doute l'ouïe et le toucher, et en ce qui concerne les qualités d'assassinat, je pense que évidemment c'est requis. Et peut-être que finalement cette cécité qu'elle a obtenue à la fin de la dernière saison, c'était justement ce n'est que temporaire, c'est pour lui faire éclore ses sens d'assassin. Donc voilà. Rien d'autre à dire là-dessus. Donc ensuite on voit Sansa qui s'est donc visiblement échappée, qui n'est pas morte, et qui n'est pas avec Théon. Théon on le voit à un autre moment entouré par des soldats Bolton, que l'on reconnaît à leur casque assez emblématique, leur espèce de morion, leur morion, ça s'appelle d'ailleurs un cabassé, je crois que ça s'appelle un morion espagnol, cabassé italien ou morion espagnol. Je crois d'ailleurs que le nom exact est morion cabassé de ce casque-là. Enfin bon, je suis passionné d'armure aussi, donc voilà. À chaque fois qu'il y a une armure, je suis là à regarder, je mets sur pause, voilà, donc voilà, on voit donc Sansa qui se trouve dans un château, dans une pièce. Donc est-ce qu'elle a trouvé un endroit? Est-ce qu'elle est allée auprès d'un seigneur du nord qui serait encore loyal aux Stark? C'est tout ce qu'on peut espérer d'ailleurs pour la pauvre Sansa, qui est vraiment dans un état, enfin je veux dire là, tout ce qu'elle a vécu c'est terrible quoi. On peut espérer que cette saison sera la saison qui verra son personnage enfin grandir et surtout remporter les fruits de sa maturité. Parce qu'elle est mature, elle a gagné en maturité. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Alors tac, j'en ai parlé de ça. Ah oui, alors on voit que les Bolton se préparent à une grosse bataille. À un moment on les voit en mode Chiltron, en mode Spartiate là. Ils ont baissé leur lance et ils ont des espèces de grands pavois, de grands boucliers avec leur emblème dessus. On voit également que Ramsay et Roose Bolton semblent se préparer à une bataille, puisque on voit aussi un homme, la tête en bas, brûlé sur une croix de Saint-André, avec sans doute la peau arrachée, hein, comme le font les Bolton. Donc est-ce qu'il s'agit d'un personnage qu'on connaît, cet homme qui est en train de brûler? C'est possible, certains ont pensé à Stannis, mais je crois pas, parce que soit Stannis est vivant parce que Brienne l'aurait pas tué, soit Brienne l'a tué, donc dans ce cas-là, elle l'aurait décapité. Il n'a pas de blessure, le personnage qu'on voit, donc voilà. Est-ce que ce serait... Alors certaines autres personnes ont dit que ce serait Théon, moi je comprends pas, parce que Théon, son personnage, il a assez souffert. Au niveau de la narration, si il n'a pas de rédemption à la toute fin, s'il n'a pas de moyen de vengeance, ça servait à quoi de le faire autant souffrir dans l'histoire? Autant... voilà, je veux dire, autant dire que ce personnage n'aurait servi à vraiment à rien
si il se faisait tuer cette saison. À moins qu'il réussisse à faire quelque chose avant de se faire étripailler. Donc voilà. Mais donc ça reste assez intéressant, puisque cette bataille entre les Bolton et des ennemis qui semblent être des sauvageons, des wildlings, hein, je pense qu'on aura aussi d'autres seigneurs du Nord, loyaux aux Stark, qui s'opposeront aux Bolton. Donc je pense qu'on aura une bataille assez mixée. D'ailleurs, on a vu des photos qui sont échappées donc des coulisses hein, du tournage. On voit des soldats Stark avec d'autres bannières. Il y a des bannières Karstark, il me semble, des bannières Flint, je crois, des bannières. Oh, je sais plus. Je connais plus exactement tous les vassaux des Stark. Mais enfin bref, il y en a. Et il y a une armée Stark en train de se constituer. Donc bon. Donc du moins loyal aux Stark. Donc on peut s'attendre à une bataille qui scellera peut-être le destin des Bolton dans le Nord. Finalement, alors qu'est-ce qu'il reste à évoquer? Alors il reste à évoquer bien évidemment les Greyjoy. Et donc les Greyjoy, on voit qu'ils se sont réunis sans doute dans les îles de Fer. Il y a une espèce de cérémonie qui se joue et on voit un nouveau personnage qui ressemble beaucoup à Théon. Et c'est le personnage, c'est le pirate de Game of Thrones. Et je pense que en fait c'est Euron Greyjoy hein, pour ceux qui ne savent pas. Mais je n'en dirai pas plus parce que si c'est ça... Si c'est un nouveau personnage un peu comme Oberyn, moi je connais parce que j'ai lu les livres, mais voilà, je ne vous dirai... Mais en même temps, si vous voulez, je peux rien spoiler parce que là, les livres ne sont... Enfin, la série a rattrapé les livres, donc techniquement je peux pas savoir plus de choses que vous, en fait, enfin, que ceux qui n'ont pas lu les livres. Donc voilà, Euron Greyjoy, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'ils vont l'adapter à la série, mais ce que je peux vous dire, c'est quoi, c'est une sorte de pirate super badass, super cool, et j'espère qu'ils vont très bien l'adapter. Mais voilà, en l'occurrence, je ne vous spoil rien, et je peux juste vous dire qu'il y a de la grosse hype autour de ce personnage. Et ça pourrait bien faire en sorte que les Greyjoy retrouvent un petit peu de la badassitude. On voit également Yara Greyjoy, donc la sœur de Théon, qui s'appelle d'ailleurs Asha dans le livre, et qui embrasse une femme, donc je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, on verra ça. Également, on voit que Euron semble avoir, vous savez, passé la cérémonie du dieu, qu'avait passé d'ailleurs aussi Théon, le dieu salé, je crois, le dieu de la mer, de l'eau salée, un truc comme ça. Le dieu noyé, je crois que c'est le dieu noyé que ça s'appelle. Enfin, donc, deux derniers points à évoquer. Donc, on a, premièrement, alors je vais d'abord dire, premièrement, Bran, on voit Bran face au roi de la nuit. Alors, il est debout. Est-ce qu'il s'agit d'une vision? Moi, je pense que c'est une vision. Et du coup, est-ce que ça voudrait dire que alors non seulement Bran a réussi à apprendre, à interpréter ses visions et à se porter dans le passé se voir dans le passé pour comprendre un petit peu mieux la réalité et savoir un petit peu comment apporter des solutions à tout ça. Et donc, si c'est des visions, il est très possible que les deux images qu'on voit, notamment un petit groupe de soldats Stark et deux soldats Stark qui se battent contre un garde Targaryen, ce soit des flashbacks. Et ce soit le fameux flashback qui concerne la Tour de la Joie. Je ne vous spoil rien en l'occurrence, mais c'est un flashback qui concerne des Targaryens et des Stark. Voilà. Je ne vous en dis pas plus, ça concerne aussi la fameuse Lyanna Stark. Vous la connaissez forcément, hein, elle a été évoquée dès la saison 1 de toute manière. Si vous vous rappelez plus, allez voir sur internet. Et je vous dis rien, mais voilà, c'est un flashback, c'est probablement un flashback, notamment aussi parce que le costume, enfin l'armure du Targaryen, on n'en a jamais vu des comme tels. Donc voilà. Voilà mon avis, moi je dis c'est un flashback. Donc chers amis, voilà un petit peu mon avis sur ce trailer qui est vraiment très très hypant, hein, vraiment très... qui donne beaucoup d'attentes. Moi, je vais vous dire un truc, s'il y a quelque chose que je veux, mais qui n'est pas présent dans le trailer, ah oui d'ailleurs, pas présent dans le trailer, il n'y a pas de Sam, pas de présence de Sam et de Gilly, et il n'y a pas de présence de Villevieille, enfin de Old Town, hein, qui est cette grande ville qui se trouve dans le Bief, enfin dans le territoire des Tyrell. D'ailleurs, je tiens à dire, par rapport aux Tyrell, j'ai oublié de mentionner ça, à un moment, on voit la grande esplanade, vous voyez, avec une armée Tyrell qui fait face au septuaire avec des petits représentants, des petits moines de la foi militante. Eh bien, je pense que cette armée Tyrell est commandée par personne d'autre que Randyll Tarly en personne. Randyll Tarly, donc, il a été annoncé comme personnage, enfin, je crois hein, qu'il a été annoncé... Enfin, c'est quasiment sûr parce que...
Bon voilà, c'est quasiment sûr. Après, comment ils vont l'utiliser dans l'histoire, je ne sais pas. Randy Tardy, c'est un personnage assez intéressant parce que c'est une espèce de héros vraiment militaire qui n'avait pas pris part à la guerre, à la rébellion contre le roi Targaryen, le roi fou, hein, il était resté loyal au roi fou, il avait combattu d'ailleurs Robert Baratheon et il l'avait vaincu. Donc voilà, c'est un personnage assez intéressant, un bon stratège. Et donc voilà. Moi, alors voilà, je terminerai juste là-dessus. J'espère que la saison 6 nous donnera enfin la vérité sur si oui ou non Syrio Forel est mort ou pas. Voilà. Syrio Forel, c'est juste. Voilà, c'était mon personnage préféré de la saison 1. Et malheureusement, a priori, il est mort, même si il y a beaucoup de théories qui disent que voilà, il ne serait pas mort. En l'occurrence, chers amis, voilà, je vous dis à la prochaine. Et si ça vous intéresse, de toute façon, j'en ferai très certainement hein, des reviews d'épisodes de Game of Thrones quand la série va arriver. Chers amis, passez une bonne soirée.